Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve sous la neige pour une super voiture. Et surtout, la première vidéo de l'année. Donc bonne année en vidéo. Et aujourd'hui, on va faire, donc pour la première vidéo de l'année, une Peugeot. Une 206, bien connue des réseaux sociaux. Je vous en dis pas plus. Allez, je me tais. Allez-y, regardez. Je te laisse te présenter et nous présenter ta voiture. Salut, c'est Nicolas, j'ai 34 ans. Et puis voilà la fameuse 206, donc une SW 2 litres S16 avec son petit nom, le Panzer. Voilà. Et pourquoi sinon? C'est même pas venu de moi en fait, c'est au début quand j'ai commencé à mettre pas mal de photos sur les réseaux sociaux, surtout quand je roulais sur circuit en fait avec la couleur et tout, il y en a qui me disaient ouais c'est le break de chasse, c'est le Panzer. Et puis au fur et à mesure en fait sur les réseaux à chaque fois on m'a surnommé comme ça, et puis quand j'ai fait ma petite page perso, c'est devenu Panzer Performance. Voilà. On peut dire qu'elle est connue des réseaux sociaux celle-ci. Oui, du coup c'est vrai que il a une config un peu atypique et puis une prépa plutôt sympa, donc puis j'aime bien faire pas mal de photos, de choses comme ça, toujours la mettre en scène un peu, que ce soit sur circuit ou sur la neige, donc non voilà, ouais, c'est clair qu'en général sur les réseaux sociaux ça fait pas mal réagir. Ça fait son petit charme. Ouais. Bon après j'ai mes haters aussi, hein. Ouais, ça sert à rien sur un break. Oui, ouais, y en a toujours pour râler. Mais c'est bon signe hein, quand on n'en a pas, franchement au final, voilà. Oui. Je te laisse nous en dire un peu plus au niveau des modifications esthétiques que tu as apportées à ta belle. Alors du coup esthétique, il n'y a pas tant de choses que ça. Ouais. C'est essentiellement sur la face avant. Donc il y a alors c'est l'ancien propriétaire qui avait fait les modifs là. Donc c'est des motifs assez sympas. C'est des feux à fond noir. Ouais, ça c'est très sympa, ouais. Surtout que c'est des Valeo d'origine à fond noir, donc c'est pas des feux qui ont été redémontés, repeints. Là c'est vraiment des Valeo d'origine à fond noir, à l'époque on pouvait les acheter comme ça. Et ce qui est dingue, c'est que vu que c'est à fond noir et que ta voiture est dans un verre particulier, ça ressort bien quoi. Ouais, c'est vrai que du coup je suis parti vraiment pour rester dans le noir et vert quoi. Donc les jantes sont noires, le sigle Peugeot est noir, la petite lame en dessous est noir brillant aussi, les rétros d'origine sont noirs. Il y avait les barres de toit qui d'origine étaient grises, je les ai repassées en noir, enfin voilà. Ça lui donne vraiment ce côté, ouais, voilà, ce côté sympa. Et les anti-brouillards, pareil, c'est l'ancien propriétaire qui les avait fait lui-même. D'accord. Pour avoir le côté noir aussi. Et du coup la petite lame à l'avant c'est toi ou c'était déjà? Non, ça a été déjà aussi. Donc c'est vrai qu'esthétiquement à l'extérieur j'ai vraiment rien refait, j'ai rajouté juste un bandeau, un pare-soleil. C'est tout ce que j'ai à faire. Voilà, c'est ça exactement. Donc du coup on va parler un peu plus technique, donc sur tout le système de freinage, parce que tu nous as expliqué que tu as fait pas mal de choses. Système de freinage en fait, il y a plus grand chose d'origine en fait. Là je suis passé sur un freinage de RC à l'avant, donc avec des étriers plus gros, des disques en 283, donc plus gros aussi, disques percés rainurés, groupe A. Des plaquettes Ferro ODS 2500. À l'arrière, c'est les étriers d'origine. Je suis juste passé sur des disques groupe A et pareil, les mêmes plaquettes qu'à l'avant. Donc avec du Ritavia également, et puis une purge avec du RBF 600, donc un liquide de frein qui supporte bien la chauffe, on va dire. Un peu de compète quoi. Ouais, voilà, de la compète. Enfin, je veux dire, le liquide de frein, c'est plutôt proche de la compète que de l'origine. Oui, voilà, et le point d'ébullition est beaucoup plus haut, donc il peut chauffer, il tient bien mieux la chauffe. En même temps, faut mieux sur circuit. Voilà. Ça reste occasionnel, mais voilà, il faut. Puis on a des cols assez sympas ici, donc si on veut avoir du freinage du début à la fin, il faut quand même une auto qui freine. C'était un peu le problème que j'avais les premières sorties que j'ai fait sur circuit. Au bout d'un moment, on se retrouve avec une pédale, on a beau pomper, il ne se passe plus rien. Voilà, c'est vrai que d'origine les freins sont un peu sous-dimensionnés quand même. C'est les mêmes freins qu'une 206 2 litres HDI, c'est un peu limite. Parce que c'est une essence et une S16.
Ouais, c'est ça, donc avec le bloc EW10, ceux qui connaissent un peu chez Peugeot, donc c'est voilà, 2 litres et 16 d'essence. Bon, du coup maintenant il boit de l'éthanol, mais Il a changé de crèmerie. voilà, c'est ça. Non, il est bio, c'est bien. Oui. C'est bon pour la planète. Puis pour mon portefeuille aussi. Ça doit quand même consommer, non? Ouais, bah après en consomme mixte, ça fait une dizaine de litres au 100 environ. Après, si vraiment je roule soft, que l'auto est bien chaude, au printemps dernier, je suis descendu à Annecy avec, en roulant tranquille, je suis à peu près à 8,5 litres de moyenne. Donc ça reste, voilà. Pour seulement 150 chevaux, c'est déjà beaucoup, hein. On fait bien mieux aujourd'hui, mais voilà, c'est une voiture qui elle va fêter ses 20 ans. L'arrière, hormis les vitres teintées, il n'y a pas grand chose. Bon, tous les petits stickers qui vont bien, moi qui ont tous une petite histoire, hein, voilà, c'est Watata, c'est PDLV. Ça, c'est les petits autocollants que les copains m'avaient collés derrière au début que je l'ai eu, la voiture là. Là, il n'a qu'une édition. Ah bah en même temps, elle est verte. C'est ça. C'est un verre, voilà, c'est vert un peu bouteille. Donc, et puis, donc il y a juste eu le petit logo, le RW, vu que c'est un mélange de 106 SW et puis qu'il y a énormément de pièces de RC, bah voilà. Donc j'ai un ami qui m'avait refait ça en impression 3D, en reprenant la typologie de la RC et de la SW, et puis il m'avait fait le petit logo qui va bien. C'est chouette ça. Voilà. Donc du coup, tout à l'heure tu nous as parlé du train. Donc, Ouais. il a été complètement modifié lui aussi. Bah oui, après l'architecture est la même. Après c'est tout ce qui est diamètre en barre anti-roulis. Il y a plus les cils en bloc, c'est des douilles alu pour avoir on va dire un guidage un peu plus précis de l'arrière. Et puis voilà, donc pour l'esthétique, après les tirants ont été repeints à l'époxy en jaune, vu qu'il y a pas mal de pièces jaunes sur la voiture, c'est pour faire un petit rappel. Et puis voilà. Et au niveau de la ligne? Ligne d'échappement, on est sur une ligne d'échappement de RC, du collecteur jusqu'au silencieux, donc collecteur d'échappement de 206 RC, catalyseur de 206 RC, ligne Groupa en inox en 63 mm et un silencieux Devil que j'avais modifié pour pas qu'il a sorti en fait. Je voulais pas être obligé de rajouter des canules, de refaire un trou dans le pare-choc, je voulais que ça reste voilà. Bah, Petite modif discrète. L'intérieur est essentiellement d'origine. D'accord. Donc ce qui est sympa sur l'intérieur des S16 en fait, c'est tout ce qui est Alcantara en fait. Il y a les sièges qui sont un peu en Alcantara, mais du coup l'Alcantara malheureusement ça vieillit mal. Du coup le conducteur a un peu trouvé, c'est pour ça que j'avais mis les petits bas de housse. Après, non, les seuls modifs que j'ai fait à l'intérieur, c'est la casquette de compteur et puis la petite console de tableau de bord que j'avais refait faire parce que d'origine, quand je l'ai acheté, en fait, l'ancien propriétaire avait fait des belles pièces carbone. Le problème, c'est qu'elles étaient vernies. Dès que le soleil tapait dedans, tu ne voyais plus rien. C'était une catastrophe. Donc là, j'ai un copain qui refaisait faire le tableau de bord de sa voiture de rallye avec tout un flocage, et en fait je lui avais glissé mes pièces au passage et puis comme ça il m'avait fait voilà, la petite console et puis la casquette floquée. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais on va dire qu'au moins il n'y a pas de reflet. Oui. C'est le gros avantage. Et comparé à une autre 206, il y a des choses que tu as en plus? Non, après c'est tout ce qui est les options habituelles, on va dire. Je te laisse nous en dire un peu plus sur ton moteur. On va dire que tout ce qui est compartiment avant, c'est là où il y a eu le plus de taf. Donc il y en a qui est forcément visible et beaucoup non visible. Donc on va dire dans tout ce qui est visible, il y a barre anti-rapprochement. De toute façon, dès que tu commences à rabaisser une voiture, il n'y a pas trop le choix. Surtout que là, avec des combinés, franchement, j'ai déjà roulé avec et sans. La différence, il y en a qui diront beaucoup c'est du tuning. Non, avec une vraie barre en acier et des combinés, quand la voiture est basse, tu sens la différence, clairement. Donc là, c'est tout ce qui est au niveau du dégazage de la DA. Donc le bouchon a été modifié. Et là, j'ai une petite bouteille en fait pour faire le dégazage. Bon, ça c'est juste du tuning. Ça aussi. Injecteur de 206 RC, donc c'est plus gros pour la cartographie à l'éthanol. Les durites d'admission.
Parce que d'origine, en fait, ça fait un espèce de coude avant le papillon, c'est pas tip top, ça bride vachement l'admission. Durées d'admission qui sont qui sont plus grosses. La boîte à air a été modifiée aussi pour avoir un diamètre plus gros. Un bas de boîte à air groupe A, donc en fait qui prend l'air directement ici, dans la grille. Derrière, la grille a été ajourée, parce que d'origine elle est fermée, donc la grille a été ajourée. Et derrière, en fait, il y a une énorme écope qui fait vraiment toute cette partie pour aspirer l'air. D'accord. Donc un filtre à air, green à l'intérieur. Voilà, je pouvais pas faire autrement. Un petit récupérateur d'huile, du coup, pour éviter de rejeter tout ce qui vient du renifleur à l'admission. Après, tout ce qui est ligne d'échappement, donc on verra pas. Oui. Donc le collecteur d'échappement de 206 RC, donc qui est qui est un peu plus complexe, on va dire. C'est un 4 en 1, mais en fait d'origine il y a le coude du dernier cylindre, en fait il fait le double de longueur que le premier cylindre. Alors que là tous les cylindres font exactement la même longueur avant de se rejoindre, donc voilà, le diamètre est un peu plus gros aussi, c'est un peu plus travaillé. Donc ensuite on a tout ce qui va être boîte de vitesse. Donc la boîte de vitesse, il y a un couple court à l'intérieur. D'accord. Donc d'origine ça prend à peu près 225, là on est à peu près à 190, 195 rupteurs. Ah oui. Donc pour les circuits du coin c'est parfait, pour rouler un peu en montagne et tout, voilà, ça permet de... Ouais, d'origine c'est quand même bien trop long. Dedans il y a aussi dans la boîte il y a aussi un autobloquant CAIF, donc un autobloquant à vis, donc type Torsen. Donc ça pareil, au moins ça permet de motricer vraiment tout le temps, quoi. Ça vaut des sous, mais franchement c'est génial. Après pour côté boîte, il y a aussi une commande de boîte à câble, parce que d'origine c'est une traglerie, mais avec le collecteur d'échappement de 206 RC, ça passait plus. Ouais. Donc il a fallu monter une traglerie à câble. Et pour le train avant, après il y a aussi tout ce qui est les supports moteurs qu'on verra pas. Oui. Il y a l'anticouple qui est monté rigide, et puis les pivots. Les pivots, donc c'est pour ça que les roues elles sont vraiment, il y a 2,5 degrés de carrossage. Donc les pivots montés groupe A, comme au moins quand on tourne le volant, quand les roues sont braquées, les roues reposent vraiment bien à plat, ça permet de vraiment avoir un maximum de grip, et puis surtout d'user des pneus à plat, parce que sans ça, sur circuit, c'est toujours l'extérieur des pneus qui est dévoré. Alors que là... Là voilà, ça s'use à plat, ça permet une chauffe uniforme du pneu. Non voilà, c'est pareil, c'est une modif. Sur les 206, il n'y a pas trop le choix, soit on passe sur des pivots, soit on modifie, on peut s'amuser à faire des trous à ajourer pour décaler les amortisseurs en haut. Mais après on est limité en général au-dessus d'1,5 degré. Il y a les biellettes de bar stable qui tapent dans la caisse, Oui, donc autant mettre les pivots, quoi. Autant mettre des pivots, on a 2,5 degrés tout de suite. Si on veut après avoir un réglage, autant mettre des coupelles réglables ou faire des trous des trous oblongs au-dessus, et puis pouvoir en enlever ou en remettre encore un petit peu plus. Bon, après au-delà de 3 degrés, ça devient... voilà. Non, ce sera surtout pour une voiture qui roule quand même un peu tous les jours. Là c'est bien, c'est largement suffisant. Une bonne config, là, en fait. Ouais, voilà, c'est un daily un peu énervé et qui accessoirement peut aller sur piste sans problème, quoi. Idéalement, ce qui lui manquerait pour faire plus de pistes, ce serait un radiateur d'huile, parce que là c'est vrai que ça a tendance à, malgré la modine de 206 RC que j'avais montée, c'est vrai que la température d'huile elle monte quand même assez haut. Surtout sur des petits circuits où c'est vachement sinueux, qu'on n'a pas beaucoup de vitesse. Donc ça sera pour refroidir, surtout quand l'été, quand il fait bien chaud. C'est vraiment la seule modif que je ferai encore. Voilà, je n'irai pas plus loin. Donc là, tu dirais que ton projet qui tarde un petit peu et t'aboutit. Ouais, après il y a... On peut toujours faire mieux, non? Il y a un collecteur d'admission de 406, le Plenum 2 litres 2 que j'avais pour projet de monter. Donc ça aurait permis d'être entre 165 et 170 chevaux, donc à peu près une quinzaine de chevaux de plus que ce que j'ai actuellement. Mais voilà. Donc clairement il y en a suffisamment pour s'amuser, en plus avec la boîte courte et tout,
c'est déjà assez fun comme ça. C'est vrai que depuis tout petit, mon père m'emmène voir des rallyes, donc lui était aussi un passionné de rallye, donc depuis toujours on va dire que j'ai été bercé dans le milieu automobile. Oui, c'est de famille quoi. Ouais, c'est ça. Mon père a eu des 205 GTI, sa première il l'avait achetée neuve, vraiment quand elle est sortie et tout, petite 1,6 litre. Ils descendaient souvent au Monte-Carlo. Il y avait beaucoup d'amis qui faisaient du rallye aussi. Donc voilà, j'ai toujours baigné un peu dans le milieu automobile. Et c'est vrai que voilà, quand on était petit, on regardait la Formule 1, on regardait les 24 heures du Mans, on nous emmenait dans les salons auto. Ouais. Voilà, depuis toujours, c'est vrai que j'ai baigné là-dedans. Depuis tout le temps. Et pourquoi les Peugeot? Un peu de chauvinisme on va dire. Non, puis voilà, c'est vrai que mes parents ont quand même pas mal de... C'est surtout souvent resté PSA, donc voilà, puis en plus c'est le genre de voiture qui est facilement trouvable, on trouve de la pièce facilement aussi. Voilà, 206, je sais pas combien de millions ont été vendus, mais si un jour je dois faire de la tôle froissée, voilà, c'est ça, il y a de la pièce un peu partout. La couleur là peut-être pas, mais voilà, non, puis même au niveau des consommables, hein, je veux dire, aujourd'hui, même des disques Coupa sur la voiture là, ça vaut à l'avance 150 balles. Tu prends n'importe quelle allemande, c'est même pas le prix des disques que tu veux, enfin, chez même une autre marque, hein. Je veux dire, tu prends du disque ultra basique, c'est bien plus cher que ça. Oui, c'est vrai que c'est vraiment pas donné. Les allemandes c'est cool, mais en pièces, attention, ça coûte relativement cher. Donc non, voilà, c'était plus de côté là. Puis j'ai toujours bien aimé en fait les 206, surtout je me souviens toujours la première fois que j'ai vu la première 206 RC, c'était au Rallye d'Allemagne. On avait été au Rallye d'Allemagne, encore avec mon père, hein. J'étais avec mon cousin, voilà, on a été une bonne équipe et la première fois que j'ai vu une 206 RC, j'ai dit waouh. Voilà, ils avaient autant les 206, les toutes premières avec les feux et tout, c'était pas hyper joli. Quand ils ont déjà sorti la 206 phase 2, donc quand la RC est sortie, hein, donc ça doit être 2003-2004, je me souviens qu'à l'époque, la première que j'ai croisée, je me suis dit putain, elles sont quand même belles. Et en fait, j'en ai jamais trop démordu en fait. Quand la 207 est sortie, j'ai fait ouais bof. La 208, pareil, c'est dommage, elle est pas. Enfin non, mais je la trouve pas jolie. Franchement, la 206, ça a nettement mieux vieilli, quoi. Oui. La nouvelle 208 est quand même pas moche. Franchement, faut dire ce qui est. Moi, j'ai ma préférence pour la première génération. Non, puis c'est vrai que. Enfin, oui, j'ai toujours été bercé pareil par les Peugeot. C'était en endurance, c'était les 905, c'était les 908. En rallye, c'était les 306 Maxi, c'était les 206 WRC. Enfin voilà, j'ai toujours bien aimé les Peugeot. Et puis, au moment de choisir de trouver une voiture, au final, tu fais un peu la liste. À l'époque de ma première 206 S16, j'avais un budget d'à peu près 5-6 000 €. Je regardais, pour une Twingo RS, c'était un peu limite. Pour une Saxo, tout ce qui était Saxo 106, à l'époque, tu pouvais encore les toucher une prix là, des beaux exemplaires, mais tu te dis merde, c'est des voitures qui commencent à avoir pas mal d'âge. Et puis, un peu par hasard, j'étais tombé sur l'annonce d'une 206 S16, et puis après, l'essayer, c'est l'adopter, quoi, hein. C'est sûr que c'est pas forcément des voitures, c'est pas ce qu'il y a de plus sportif, c'est pas ce qu'il y a de plus d'origine, franchement.
Mais c'est une bonne auto pour rouler tous les jours. C'est un 2 litres qui a pas mal de couple. C'est pas forcément hyper puissant. Le train arrière est un peu joueur, tout ça, mais pour des petits budgets, on peut déjà avoir la 206 SS. C'est vraiment une voiture déjà simple. Pour moi, la 206, c'est vraiment la descendante de la 205. Bah, c'est vrai que c'était un peu ce qu'ils avaient mis en avant aussi, hein, quand ils avaient lancé la 206, ils s'étaient remis en compétition. Ils faisaient pas mal de spots comme ça, où ils faisaient des rappels à la 205 T16. Enfin, ouais, de toute façon, c'était la continuité. Hein. Il fallait repasser. Enfin, la suivante avait quand même un sacré boulot pour la Côte d'Amour après passer la 205. Oui, c'est sûr qu'en plus, la 205 a eu une énorme carrière. Enfin, du coup, la 206 aussi, parce que si on compte les 206 plus après qu'il y a eu, c'était des 206 avec un peu bâtard, on va dire, mais ça restait quand même une pièce de 206. C'est vrai que comme la tienne en SW, on les voit plus trop souvent en fait. Non, souvent en fait c'est des voitures qui sont parties en prime à la casse, quoi, parce que en général c'était soit des familles, soit il y a beaucoup de petits vieux qui ont les voitures là en fait. Non mais c'est vrai, hein. Et puis souvent c'est le genre de personnes, des personnes âgées, ils s'ennuient pas à essayer de revendre ou quoi que ce soit les voitures, hein. Ils font souvent des reprises et puis les garages quand ils reprennent des voitures comme ça, ils finissent sur la casse. Oui, c'est pour la conversion. Ça change bien. Ouais, dès que ça monte un peu dans les tours, ouais. Donc du coup, c'est une vidéo souvenir, celle-ci. Ouais, parce que dans quelques semaines, l'auto sera démontée et vendue en pièces. Parce que voilà, il commence à y avoir quelques petits problèmes sur la voiture. Là, elle commence à manger un petit peu de liquide de refroidissement. C'est pas grand chose, mais voilà, c'est un début de joie de culasse. Et puis surtout, vu que j'habite en montagne, avec le sel, l'auto commence à avoir pas mal de corrosion. Au niveau des ailes, au niveau de la caisse en dessous. Donc, clairement, pour refaire tout ça, elle a 250 000 km. C'est un gros budget que je peux clairement pas mettre. Parce que, donc là, voilà, j'ai pris la décision un peu lourde de la vendre en pièces, étant donné qu'il y a énormément de pièces perf. De toute façon, je gagne largement, c'est largement plus rentable de faire comme ça. En plus, la plupart des pièces vont partir chez les gens que je connais. Puis, elle va permettre de faire vivre d'autres voitures. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis ce sera. Voilà. Je regrette pas. C'est sûr que j'aurai un petit pincement au cœur, mais j'ai fait entre guillemets tout ce que j'avais à faire avec l'auto là. Ça m'a permis de faire des gros rassos, des balades entre potes. On est parti l'année dernière en vacances avec à Annecy. J'ai fait plein de belles routes. J'ai pu monter au Nord. J'ai pu faire plein de choses avec. Et donc voilà, ça sera. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Qui malheureusement se terminera. Je pensais pas que ça se terminerait comme ça. J'ai toujours dit de toute façon je la vendrai pas, elle finira soit autour d'un arbre, soit la corrosion la mangera. Bon pour le coup c'est la corrosion. Et tu as un autre projet? Ouais, je pense que je vais repartir. Ma première voiture c'était une C2, la C2 de ma mère qui me l'avait donnée quand j'ai eu le permis, et là je pense que je vais repartir sur une C2 parce que maintenant les enfants sont un peu plus grands, j'ai pas forcément besoin d'un break. Et puis une petite C2 VTS, voilà, en auto de tous les jours, ça peut être sympa. En parallèle, j'ai aussi une moto que j'avais achetée il y a 5 ans, que j'ai mis un moment avant de refaire. Là, elle est enfin terminée, roulante, donc ça va me permettre de faire un petit peu plus, de me remettre un peu plus sur la moto. On va remettre la voiture un petit peu de côté. L'été c'est sympa aussi la moto, faut dire ski. Ouais, surtout que faut avoir des bons étés, on va dire. Oui. Mais ouais, ça fait beaucoup de budget à avoir la voiture plus la moto. C'est bien. Ah, pour doubler, voilà, c'est agréable.
après voilà, quand on a compris le truc, c'est joueur, hein, ça permet de la placer. La 205 était déjà comme ça, hein, de toute façon. Oui. Mais effectivement, un conducteur novice peut être très vite surpris, surtout s'il a. Surtout que les 206 entre guillemets basiques ont des petits trous en 14 avec des pneus avec des formes monstrueux. C'est vrai que ça part assez facilement. Après, c'est ce qu'on aime aussi, hein. C'est quand elles sont joueuses. Ouais, malheureusement, il y en a qui ont, Un peu trop joué. qui ont un peu trop joué ou qui s'y attendaient pas. C'est vrai que souvent quand ça décroche, si on n'est pas trop habitué. Là, c'est juste un peu super incroyable. Alors que là aujourd'hui, quand elle décroche, c'est vraiment qu'il faut vraiment jouer, le faire exprès. Parce que, C'est vraiment que tu y es allé, quoi. ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'au Géoparc, les premières fois où je suis allé une fois sur le circuit de Géoparc avec le SCS classique, et il y a un moment, il y a vraiment une grande courbe qui peut se prendre à, je sais pas trop je sais que je passe vraiment soit en rupteur de 3, soit en 4 à 4000 tours. Autant avec ma première S16 3 portes classique, jamais de la vie je passais en 3 à peu près à 4000 tours. Avec celle-là je pouvais déjà passer en 3 quasi rupteur et puis en 4. Et maintenant avec sa config finale, là tu passes un peu, pas à fond de 4 mais quasiment. Par rapport à une classique, le châssis est quand même, pas forcément le châssis mais la répartition des masses est quand même. C'est là où tu es content en fait du travail que tu as fait parce que tu te dis au moins ça sert à quelque chose et... c'est sûr que là je voyais c'est vrai que je suis pas un chasseur de chrono, de toute façon c'est pas le but c'est juste de se faire plaisir, mais c'est vrai que j'ai une petite appli sur le téléphone, Race Chrono, donc c'est un chrono GPS, hein, donc pareil c'est pas ce qui est le plus précis. Oui. Mais quand tu vois l'évolution, le gain de temps au fur et à mesure de la perf, puis de toute façon c'était ça au fur et à mesure, chaque fois que j'allais rouler sur circuit, attends, pourquoi est-ce que par quoi je suis limité en fait. Et au fur et à mesure, les évolutions se sont faites comme ça. Soit comme ça, soit parce que la pièce il fallait la changer, et puis là on passe tout de suite à mieux, quoi. La boîte de vitesse, de toute façon la boîte, il fallait en retrouver une. Là j'avais quelqu'un que je connaissais sur les réseaux qui vendait sa pistarde, et pareil, plutôt que de la vendre entière, il la vendait en pièces parce que c'était plus rentable. À Banco, quoi, et puis tu sais quoi, ta boîte, ça m'intéresse. En plus voilà, il y avait déjà la boîte, le concours, l'autobloquant et tout dedans, il n'y a pas besoin de rouvrir une boîte parce que c'est quand même du travail. Du taf, là c'est pas de la petite mécanique. Je laisse ça aux connaisseurs. Voilà, il l'avait fait. Bon, c'est sûr qu'il a fallu faire un peu de route pour aller les chercher, mais. Et c'est gameplay, c'est-à-dire que tu avais monté la tienne et tu as remonté celle-là ou il y avait une petite modif à faire? Non, la seule modif c'était la commande de boîte à câble, et il avait fallu modifier aussi un du support moteur, le côté boîte, parce que les boîtes n'étaient pas tout à fait pareilles. Mais non, après c'est le gros avantage aussi de la 206, c'est que pour préparer une 206, après c'est le cas de beaucoup de voitures chez PSA, la C2 c'est un peu pareil, hein, facilement, niveau moteur, le TU5 JP4, on peut y mettre des arbres à cam de J4, on peut faire plein de micmac d'évolution de ça, c'est ça. En fait tu peux faire un Lego. C'est ça, c'est un peu comme à l'époque, les 205, il y en a plein qui remettaient des trains de 309 parce qu'ils étaient plus larges. En fait, les 206 c'est pareil, quoi. On peut prendre des pièces de 406, on peut prendre des pièces de 206 RC, on peut prendre des pièces. C'est un peu à l'infini, quoi. Et c'est ça qui est un peu chouette, quoi. J'ai un copain qui a une 206 SW. De base, c'est une S16 aussi. Et en fait, l'ancien proprio roulait sur circuit. Et, en fait, ils ont monté un 2 litres 2 dedans. Je crois que c'est un 2 litres 2 de 607. Il a été monté sur pas mal de voitures aussi. Ah oui. Mais avec tous les périphériques de RC. Donc, collecteur d'échappement, collecteur de mission. Je crois qu'il doit avoir des arbres à cam. Ça fait quasiment 200 chevaux. Mais ça fait des petites prépas à pas cher quand même. Oui. Ça reste relativement soft en termes de budget, quoi. Alors qu'une petite Saxo, si on veut lui en sortir 160, 170 chevaux, il faut déjà allonger quelques billets, quoi. Faut y aller, quoi. Là voilà, c'est un 2 litres avec un petit peu de prépa, on en sort 170
plus important, plutôt que de mettre des chevaux à foison. Bah, si t'as les chevaux mais que t'as pas le châssis qui suit. Bah, c'est ça, il y en a beaucoup. Dans les 206, c'est un collecteur d'émission de 206 RC. Une Carto, boum, j'ai 175 chevaux. Et puis tout le reste est d'origine. Ouais, clairement, sur un circuit, sur un petit circuit sinueux, il ne suit pas. Parce qu'elle va. Bah, parce que ça patine, parce que le train arrière il voudra passer devant, parce que. Bah, voilà. Personnellement, j'ai préféré faire les choses dans le sens-là, privilégier le châssis, les trains roulants, avant d'aller chercher vraiment la performance et la puissance. J'ai déjà un copain qui m'avait fait essayer sa Mazda RX-8. Alors c'est génial, hein. Par contre, si t'es pas dans les tours, c'est rien. C'est une cacahuète. En termes de reprise, si on part les deux à 50 km/h en troisième, je mets une valise. Bon, par contre, voilà, la RX-8, c'est le moteur, c'est le rotatif, c'est hyper grisant. Hein. Par contre, vous voyez tous les jours, c'est un enfer. C'est vrai que la RX-8, c'est une voiture qui m'a beaucoup parlé. Bah, déjà par les films. C'est ce qui était RX-8, RX-7. Mais ouais, surtout par son originalité en fait, et rien que pour le moteur rotatif. C'est l'une des rares voitures où tu mets autant d'huile que d'essence. C'est ça. Voilà, t'as l'impression d'avoir un Minarelli à M6. Tu le démontes tout le temps. T'es obligé de leur faire les segmentations, t'es obligé de leur faire. Mais voilà, c'est sûr que c'est des autos. C'est des voitures qui sont faites pour ceux qui n'ont jamais évolué après la mode. C'est ça. Avoir toujours les doigts dedans, par contre, faut être très bricoleur. Et puis avoir un petit budget quand même pour Les pièces. les pièces. Mais tu nous as aussi dit que tu avais aussi un petit lien avec Anthony Perrier de PDLV. Ouais, bah voilà, c'est vrai que le milieu de la 206, dans le milieu de la 206, on va dire qu'il est plutôt connu. Et puis oui, c'est vrai qu'on a eu pas mal de fois l'occasion d'échanger, même des fois que ce soit sur des pièces ou sur des prépas. Et puis voilà, c'est vrai que du fait que ce soit une 206 un peu atypique, c'est vrai qu'il l'a remarqué. en avait, ouais, voilà. Hello. Hey, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Perrier pour PDLV, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis juste très fatigué. Qui s'en fout, levez la main. Vous êtes beaucoup, c'est triste, je suis triste, j'ai faim, je vais manger. Et aujourd'hui on se retrouve... Ah, ça fait du bruit, ça vous agace, hein. Ça a l'air bon. En vrai, j'ai pas déjeuné, j'ai super faim. Alors je vais manger ça. Et après on va faire la vidéo. Nicolas! J'ai des voisins, c'est vrai que j'ai des voisins, faut pas... Panzer Performance! J'ai vu qu'on est en confinement, ils sont tous chez eux, donc j'ai pas envie qu'il y ait 10 personnes qui viennent taper à la porte. Bref, Nicolas, 206 SW, hashtag Panzer Performance, il fabrique des admissions sur mesure et gros respect, pour moi ça c'est une des SW les plus abouties que je connais de France, d'Europe, du monde peut-être, parce que je pense pas qu'au Japon par exemple il y ait beaucoup de 206 breaks préparés. Une belle petite prépa moteur avec comme d'habitude la préparation RC voilà, hein, pour gratter des chevaux plutôt facilement avec un petit peu d'adaptation. Elle a de la gueule quoi, elle est verte mais elle a de la gueule, franchement trouvez-moi un break vert aussi stylé et je signe parce que vraiment elle est super classe. N'hésitez pas à aller voir sa page Facebook, pareil que je mets juste là, Panzer. C'est vrai qu'on en a déjà discuté, il l'avait des fois mentionné dans ses vidéos, donc non c'est cool. Et malheureusement on n'a pas eu encore l'occasion de se rencontrer physiquement. Il est passé pas loin de chez moi quand il avait fait, c'était le Budapest Rally, à l'époque quand il avait sa Porsche. Et non, bah, je pense qu'on aura quand même bien l'occasion de se voir un jour ou l'autre, même si j'ai plus de 206. Après, hein, il fait pas que de la 206 non plus, hein. Non. Il se diversifie pas mal. Et des frais niveau budget, t'en as eu combien pour cette prépa? Bah, étant donné que la voiture m'est pas revenue chère de base, Oui. ça va, je pense que j'ai à peu près remis un bon 4-5 000 euros dedans. Quoi. D'accord. Plus qu'il y a raisonnable. Bah voilà, c'est vrai Ça que fait une voiture à moins de 10 000. Oui, largement, voilà. Je pense que voiture comprise, on est à peu près à 6 000 euros. Quoi. Et encore, sachant qu'il y a beaucoup de pièces que j'ai changées,
parce qu'il fallait les changer, quoi. Je veux dire, le train arrière, voilà, le train arrière, c'est une pièce d'usure hein, sur une 206. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, le train arrière, dans tous les cas, il fallait y passer. La boîte de vitesse, bon bah voilà, c'est de ma faute. Hein, c'était un peu de l'inadvertance, il a fallu la changer. Bon bah, ça a été upgradé à chaque fois, mais voilà, pareil, les freins, de toute façon, quand je les ai changés, c'est que 10 plaquettes étaient moins à faire. Bon bah, les étriers, c'est pas ce qui coûte le plus cher, et puis 10 plaquettes, de toute façon, il fallait y passer. Les durites, c'est pareil, ça peut claquer. Voilà, bah, les durites, c'est quasiment l'un des premiers trucs que j'ai fait, parce que clairement, la première fois que je suis allé rouler sur circuit, c'était vraiment les freins qui m'ont handicapé, quoi. Parce que quand tu commences à faire à chaque fin de session, de toute façon, il fallait que je pompe, la pédale était toute dure, j'avais plus de frein. Donc là, je dis bon, clairement, il va falloir faire quelque chose. Donc avant de retourner sur circuit, de toute façon, les plaquettes, les disques étaient morts. Donc j'étais passé sur des durites Avia. À l'époque, j'avais gardé quand même les étriers d'origine. J'avais remonté des disques percés, mais voilà. Après, on a vu, notamment quand je suis monté au NERP, j'avais les étriers d'origine. Et là, clairement, pareil, chaque fin de tour, 2 tiers du circuit, je commençais à plus avoir trop de frein. Ouais. Donc heureusement, la fin du NERP, la fin du circuit est très roulante, donc on freine moins. Oui. Mais non, c'était compliqué. Donc là, je suis passé sur les freins DRC. Et puis voilà, à chaque fois, ça a été comme ça. C'était upgradé par nécessité ou parce que c'était des consommables qui faisaient changer. À l'époque, avant d'acheter la 206, j'avais été essayer Twingo RS avec le châssis Cup. Donc la concession était à Colmar, et puis là j'ai fait toute la montée de la course de côte de Turkheim et tout avec. Et c'est clair que c'est sous-motorisé par rapport au châssis qu'il y a, parce que le châssis est vraiment très très bon. C'est impressionnant. Voilà, à l'époque, c'était soit il fallait que je rallonge un peu le budget pour acheter la Twingo RS, soit j'achetais une 206 S16. À l'époque, j'avais une 206 HDI qui n'était pas très kilométrée, donc il fallait quand même un peu de sous. Et le garage n'a pas voulu me reprendre la 206, donc je suis bifurqué plutôt sur la 206 S16 que la Twingo. Mais c'est vrai que non, franchement, la Twingo était vraiment des petites autos hyper ludiques, hyper sympas, avec vraiment des très bons châssis. L'équivalent, c'est la C2 VTS niveau gabarit. La C2, niveau gabarit, ouais. Après, clairement. Ou une 500 à barre. Après, une 500 à barre, on est déjà sur un moteur avec un turbo, on est déjà un peu plus moderne. Ouais, c'est plus moderne et je pense que c'est plus efficace. Pas efficace encore que le châssis de la Twingo, je pense. J'ai jamais essayé de 500 à barre. Je me trompe peut-être, mais je pense que le châssis de la Twingo est sûrement meilleur. Et après, non, la C2, oui, sera clairement un cran en dessous. Même si ça reste des petites autos hyper sympas. L'essentiel, c'est de s'amuser, de se retrouver. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est un concours de qui c'est qui. Messieurs plus loin. Voilà. Au final, tu peux perdre ton permis quand même avec un petit moteur. Ça va aller très vite. Du coup, je te laisse prendre le volant. Ouais, avec plaisir. Pense à un Puma quand tu roules avec. Oui, parce que forcément, je roule tout le temps en diesel en ce moment. C'est juste le temps que ça revienne. Ouais, l'embrayage, il doit avoir. J'ai monté la boîte, j'ai dû faire. Il n'a pas beaucoup roulé, donc à peine tu relâches. Puis le fait d'avoir des supports moteurs rigides, en fait, tu as une prise directe. Oui, Le moteur, en c'est ça. fait, il est jamais en bascule. Ah non, tu sais où elle va. Puis là encore, voilà, vu qu'on est en roue hiver, les flancs sont très mous, tout ça, avec les roues en 16, franchement, c'est hyper réactif. Je crois que c'est la première 206 que je conduis en plus. Ouais. Si tu as l'occasion d'en conduire d'autres, tu pourras voir la différence. Ça va. Et ouais, ma première voiture, ça a été aussi quand tu m'as dit que c'était une C2
200 essence, je trouvais que le châssis par rapport à... Si on prend la même gamme dans une 206 par exemple, non, le châssis du C2 est clairement meilleur. Bah moi c'était vraiment c'était 60 chevaux. Ah, le 1 litre 1. Le 1 litre 1, 60. La consommation démoniaque. Bon, puis ça avance à rien. 150 max. Quand il a rencontré, je l'avais encore. Il a essayé ça des max à 150. Bah, puis après, bah là, forcément, pareil, bon, ça se sentira pas de trop, mais dès que là, en fait, les premières fois qu'on roule avec un autobloquant, ce qui est assez impressionnant, c'est que la voiture a tendance à plonger à l'intérieur. Donc quand on passe en courbe, là, par exemple, si on met pied dedans, la voiture, elle a vraiment tendance à rentrer à l'intérieur. Les premières fois que j'ai roulé, quand j'ai monté l'autobloquant, ça m'avait un peu surpris. Et après, on s'y fait, hein, puis justement, c'est le but. Hein. Oui. Mais les premières fois, c'est un peu surprenant. Tu te dis, mince, la voiture, t'es obligé de presque redresser un peu le volant parce que la voiture, merde. Oui. T'avais pris l'habitude d'en mettre justement presque un peu plus parce que tu sais que ça va un peu patiner en sortie de courbe. Et là, en fait, maintenant, la voiture, elle plonge dedans. Quoi. J'ai peut-être vu un peu trop là. Non, bah après, là, faut déjà un peu rouler, hein, clairement, pour... En tout cas, ouais, elle est... On roule à limite, c'est dur, on va dire. Mais là, elle est fun à rouler. Là. Après, voilà, ça vibre dans tous les sens. Bah, ça, c'est le fait du châssis rigide. Hein. Ouais, c'est ça. Les supports moteurs rigides, les amortisseurs. Et quand t'es allé au Nürburgring, ça allait? Bah, elle était un peu plus civilisée que ça, on va dire. Il y avait la boîte d'origine, donc elle prenait pas... ça prenait pas autant de tours, on va dire. Et ouais, non, ça allait. Il y avait déjà les combinés, il y avait déjà un peu de pièces dessus. Mais puis ça va, j'avais un copilote. Et puis le coup là, on avait fait un convoi en fait. J'avais organisé via ma page Facebook. En gros, on avait organisé une petite sortie quoi, sur une journée. D'accord. Et au départ, je pensais qu'on serait juste 2-3. On s'est retrouvé à presque 12 autos, je crois. Ah oui. Ouais, donc en fait, on a fait 3 pleins de ralliements. Il y avait un départ de Gérardmer, on a rechopé du monde vers Saint-Dié, on a rechopé du monde au Luxembourg. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui étaient attirés par le NURB mais qui n'osaient jamais trop y aller. Oui. Bah, moi le premier. Hein. Et en fait, en plus, on s'est retrouvé avec un mec qui roule souvent au NURB, qui nous avait proposé de monter avec eux. Donc lui est au Luxembourg. D'accord. Je crois que il travaille chez BR Performance au Luxembourg. Donc lui avait une Golf 7 préparée vraiment. Voilà. Je crois que ça faisait quasiment 500 chevaux avec des freins d'Audi R8, des amortisseurs pilotés. Ouais, vraiment gros. Bah en fait c'était leur voiture vitrine chez BR Performance Luxembourg. Donc mon premier tour de circuit au NURB, je l'ai fait en tant que passager dans cette voiture. C'était mémorable. Je me souviens toujours au début, j'ai commencé à sortir mon téléphone pour filmer, tu vois. Je dis, ah tu veux filmer? Bah essaye. Et je me souviens toujours, il y a une GT3 RS, quand on part du NURB, voilà, il y a les feux et c'est dans la grande ligne droite. Il a passé première, deuxième, il y a une GT3 RS qui a commencé à nous doubler, lui il a mis piéton, bah ça se jouait les deux. Ah oui. Donc c'était, je sais plus en combien il tourne, mais c'est vraiment une auto, voilà pareil, hein, il n'y a plus de siège à l'arrière, c'est un arceau, c'est vraiment une grosse prépa piste. Et tu pouvais rouler sur route ouverte aussi? Ouais, bon après je suis pas sûr que ce soit totalement strict légal, mais voilà, non, clairement on a eu la chance d'y monter avec lui, on a rejoint 2-3 de ses potes là-haut, et à tous il nous a fait faire un tour de circuit d'abord en passager, et bien en nous expliquant les pièges, tout ça, parce que clairement le NURB entre le jeu vidéo et la réalité, il y a un monde, c'est assez impressionnant. Et puis tous les petits coins sympas en fait, les petits restos sympas, les bons plans. Oui, parce qu'il y a tout un village autour du... Oui, c'est vrai qu'il y a le village de Nürburgring, il y a des musées, il y a plein de choses à faire en fait. Là c'est vrai qu'on a passé une seule journée, on est parti à 4h du matin, on est rentré le soir à 2h du mat. Oui. On y a passé vraiment la journée, on a roulé sur circuit avec nos autos en passager, on a mangé là-bas, on est allé un peu sur les corners YouTube, on est allé... voilà, non, c'était vraiment une super journée. Et moi d'ailleurs j'ai une vidéo qu'on a pris quand on a roulé là-bas.
J'ai fait l'intérieur à une, je sais plus, c'était une M3 ou une M4 dans le carrousel. Ouais. Parce que bah, lui, forcément, il a pas osé descendre dedans. Dans le virage relevé, bah, forcément, ça vaut un peu de sous. Et le coup là, je lui ai fait l'intérieur, je suis rentré, on a doublé avec mon pote qui était à côté de moi, mais on était comme des dingues dans la bagnole, quoi. C'était, voilà, tu fais l'intérieur à une M3 dans le carrousel, tu ressors devant lui, t'es limite sur 2 roues. C'est bien qu'on ait pu faire un tour en passager là-bas parce que clairement il y a énormément d'endroits très piégeux et il faut rester très humble parce que suffit qu'il y en ait un qui perde de l'huile un peu sur la piste ou autre et en plus le circuit est très long et très vallonné donc c'est vrai que ça ressemble un peu à nos coins au Vosges en fait. Tu fais quoi, 24 km je crois ouais, ça fait, je crois que ça fait 24 km avec le circuit GP. Oui, je crois que ça doit faire 21 juste la Nordschleife, ça doit faire 21. Mais ouais, tu as des endroits qui sont hyper ombragés, qui vont rester humides, alors que d'autres vont être secs. C'est vrai que c'est très piégeur, que ce soit au niveau météo, au niveau de la typicité du circuit, et puis bah voilà, les pièges pas forcément désirés, un mec qui a pris une corde, qui a mis de la terre sur ou bien de l'huile, ou bien, enfin voilà, ça peut aller très vite, donc il faut toujours vraiment garder sous le pied. Ouais, il y a quand même beaucoup de défis. C'est vrai que des fois, quand on va sur le circuit, il y en a pas mal même qui viennent rouler et tout. Après, des fois, elles sont même pires que les mecs. Ah ouais, parce que des fois, c'est vrai que moi, enfin, ouais, je m'en fous, ça reste du plaisir. Et t'en as, elles sont, attention, hein, t'as intérêt de te méfier, elles ont vite fait de te refermer une corde et tout. Du coup, C'est pas comme l'air. Ouais, il n'y a pas une tirette à aller chercher. nous on a ça sur la nôtre, les tirettes. La première fois que j'ai eu à faire une marche arrière avec une voiture comme ça, je peux dire que j'ai regardé en 10 fois. Je me suis dit putain mais Comment ça marche? C'est ça. Bon, en tout cas, merci de nous avoir partagé la passion de ta voiture. Bah, c'était avec grand plaisir. De m'avoir laissé la rouler, c'est cool. Bah ouais, puis ça fera un bon souvenir du coup. Bah voilà, j'espère que cette première vidéo de l'année vous plaira. On est sous la neige donc ça va. Nous on a un peu froid, mais bon, allez, comme d'habitude, aimez, likez, kiffez, abonnez-vous. Ciao!